Bonsoir à tous et bienvenue dans Plus d'actu. Dans 2 jours, jeudi, le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles devrait valider une nouvelle mouture du décret paysage. Ce décret qui règle les conditions auxquelles les étudiants sont déclarés finançables. En clair, les conditions qui les autorisent ou pas à poursuivre leurs études. Alors cet assouplissement des règles, déjà adopté en commission, il est porté par une majorité alternative, PS, Écolo, PTB. Et cet assouplissement, il fait hurler le partenaire de majorité, le mouvement réformateur. Alors quels sont les arguments des uns et les arguments des autres? Que se passera-t-il lors du vote de jeudi et quelles seront les conséquences politiques de cette séquence? On en débat ce soir. Voilà, sur notre plateau, 2 députés bruxellois qui siègent au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles tous les deux. David Wetzmann, bonsoir, député pour le mouvement réformateur. Bonsoir, M. Grosfilet. Et Delphine Chabert du Parti Socialiste. Théoriquement, vous êtes tous les deux dans la même majorité. On va remonter au 27 mars pour commencer. Ce jour-là, un peu plus de 200 étudiants manifestent à Bruxelles à l'appel de la FEF, la Fédération des étudiants francophones. On va écouter la présidente de la FEF, Emilia Oxage. Les étudiants ont des difficultés, ils ont du mal à réussir leurs cours face à la crise énergétique, face au Covid qu'ils ont eu, ils ont raté des cours. Et au lieu de les aider à réussir, on vient vraiment leur donner des règles qui sont très strictes et qui risquent de les éjecter. L'ULB a pris position hier, tout l'établissement s'est aussi dit contre les effets néfastes de la réforme. Et donc il va bientôt avoir aussi un vote au niveau du Parlement. Et c'est pour ça qu'on est venu manifester aujourd'hui pour pouvoir leur mettre la pression aux partis politiques pour qu'ils se positionnent contre la réforme des décret paysage. Voilà, manifestation le 27 mars. Delphine Chabert, vous y étiez à cette manifestation. Est-ce que c'est là que tout commence ? Non, c'est pas là que tout commence. En fait, ça a commencé il y a 3 ans, quand il y a eu les premières négociations autour de ce décret, où c'est un décret qui va revoir les règles de l'ancien décret, le décret Marcourt, qu'il fallait revoir, parce qu'on avait des parcours d'étudiants trop longs, ce qu'on appelait les sacs à dos, des étudiants qui se retrouvaient avec des cours de première année trop longtemps. Et donc, ça n'allait pas, il fallait le revoir. Donc, on a commencé les discussions à ce moment-là. Un texte a été déposé que nous avons voté. Mais très tôt, nous avons dit, attention, il y a des risques par rapport à ce décret, notamment sur la possibilité ou non des étudiants de pouvoir se réinscrire après un échec ou 2 échecs. Donc il faudra monitorer ça, c'est-à-dire avoir des chiffres le plus précis, le plus souvent possible. Et donc on a demandé depuis 3 ans des chiffres, des données, pour voir alors on en est où. Les recteurs ont ces chiffres-là, mais on n'a eu aucun chiffre. Et donc ça fait 3 ans qu'on travaille là-dessus, on n'a pas attendu les manifestations de la FEF. On a quand même l'impression qu'elles ont été un peu déterminantes, ces manifestations, depuis Chabert. En fait, les manifestations, les pétitions aussi lancées par la FEF. Mais donc on a entendu les inquiétudes, les étudiants sont en stress et je pense que c'est notre responsabilité de l'entendre, mais on n'a pas cédé du tout à la pression de la FEF. Ça fait 3 ans, je le disais, qu'on suit ce dossier au Parlement. 17 questions parlementaires ont été déposées par nos députés. Un dialogue constant avec les étudiants, mais aussi avec les recteurs, aussi avec les enseignants pour vérifier que tout va bien se passer. Et là, ça n'est pas la pression de la rue qui nous a fait bouger, c'est la prise de responsabilité par rapport à des milliers d'étudiants qui risquent de se retrouver exclus du système. Et ça n'est pas possible. Oui, alors, David Wetzmann, il y a une polémique sur les chiffres, on va y revenir dans quelques minutes, mais quand même sur le point de départ. Est-ce que vous reconnaissez qu'il y avait quand même peut-être un problème avec ce nouveau décret paysage, donc la version Glatini, et que certains étudiants risquaient de se faire éjecter, entre guillemets, de manière un peu injuste ou pas ? Non, certainement pas. D'ailleurs, personne ne le reconnaît comme cela. Ni les recteurs, ni les rectrices, ni les chefs d'établissement, ni les enseignants, ni les chargés administratifs de toutes ces écoles ne reconnaissent en tout cas certainement pas l'ampleur du problème. D'ailleurs, vous avez mis tout à l'heure en exergue une présidente de la FEF, qui a été rejointe d'ailleurs par les communistes et puis par le Parti socialiste et les écolos, qui avait annoncé 75 000 étudiants qui ne seraient plus finançables, 75 000 au mois de septembre. Et puis ils ont reconnu que ce n'était pas 75 000, mais 70 000. Puis finalement, ce n'est pas 70 000, mais c'est 14 000, puisque c'est 70 000. On nous a expliqué ça pendant la commission, la fameuse commission pendant la nuit, que c'était 70 000 divisé par 5, ça fait 14 000. 14 000, M. Grosfilet, c'est moins que le nombre d'étudiants non finançables sous le décret Bologne ou le décret Marcourt. Et nous avons dû revoir, pour vous répondre, nous avons dû revoir, oui, il est juste, il est fondamental. Nous avons dû revoir le décret Marcourt, décret socialiste, après 7 ans. Parce que les socialistes ne voulaient pas le revoir, parce
parce qu'il manquait de chiffres et de données. Après 7 ans, nous avons dû revoir ce décret. Que faisait-il ce décret? Il diminuait le taux de diplomation des élèves et année après année, les élèves les plus précarisés étaient de moins en moins diplômés. Et donc Valérie Glatini a pris ses responsabilités en disant il faut davantage aider les élèves et ne pas rallonger leurs années d'études. Il faut pouvoir orienter les élèves qui en ont la nécessité. Il faut aussi avoir le courage de dire que tout le monde ne peut pas être finançable. Vous savez, Monsieur Donc il y a Grosfilet, des étudiants qui veulent arrêter leurs études. mais c'est le cas déjà dans le décret Marcourt, et c'est déjà dans le cadre du décret Marcourt, c'est déjà dans le cadre du décret Bologne. Vous savez, nous avons l'enseignement supérieur le plus accessible de l'OCDE. Et donc il faut, Monsieur Marcourt, Monsieur Grosfilet, c'est un lapsus révélateur, ceci dit, Monsieur Grosfilet, je ne suis pas sûr qu'il appréciera. Peut-être que vous apprécierez par ailleurs, mais il faut effectivement qu'on ait le décret, l'enseignement le plus accessible, qu'on fixe des limites. Et les limites, Monsieur Grosfilet, c'est 9 ans. Je pose une question à Delphine Chabert. Pour réussir ses études en 5 ans, donc c'est 9 ans. Delphine Chabert, le chiffre de 70 000 étudiants, c'est un chiffre énorme qui a fait effectivement beaucoup de gros titres. Est-ce que vous reconnaissez que vous êtes peut-être laissé un petit peu emporter ou manipuler par la FEF? Mais donc non, en fait, ce chiffre, je pense, ne correspond pas à la réalité. On n'a jamais suivi la FEF aveuglément. Donc on a essayé de faire nos calculs, nous, de notre côté. Comment on a fait? On a appelé des recteurs. Vous avez manifesté aux côtés de la FEF, quand même, hein? Oui, pour manifester notre soutien aux étudiants qui sont en difficulté. Mais aller dans la rue, ça ne veut pas dire je suis d'accord avec tout ce que vous dites. Je suis d'accord qu'il va y avoir 70 000 étudiants. Donc non, en fait, on s'est jamais aligné sur ce chiffre-là. On est plus, en effet, autour des 10 000, 14 000. C'est ce qui nous revient des recteurs. Et puis, je voudrais quand même dire, ça n'est quand même pas aux étudiants d'avoir la responsabilité de faire le travail d'une ministre qu'elle n'a pas fait pendant 3 ans. C'est dommage. David Wetzmann, Françoise Berthiaud, ministre de l'Enseignement supérieur, qui n'arrive pas à donner de chiffres. Est-ce que c'est normal? Mais nous avons donné des chiffres, Monsieur Grosfilet. Nous avons donné les premiers chiffres qui sont très positifs, puisque la seule chose que nous pouvons vous dire aujourd'hui, c'est qu'il y a eu des examens au mois de janvier. Et que les examens, je vais vous répondre, Monsieur Grosfilet, s'il vous plaît, que les examens au mois de janvier, il y a eu 5% de réussite en plus. Et des étudiants qui se sont plus davantage présentés aux examens, parce qu'ils ont bien compris la réforme. Par ailleurs, le Parti socialiste souhaiterait avoir 2 chiffres. Je ne peux pas leur donner le résultat des examens au mois de juin, ni les résultats au mois d'octobre. Si je vous ai parlé tout à l'heure de la réforme de Marcourt, c'est qu'il a fallu attendre 7 ans. 7 années pour avoir des chiffres. Nous, OMR, on ne veut pas attendre 7 ans. Dans la réforme de Mme Glatini, c'est l'ADN des libéraux, il y a une évaluation. Sur base de cette évaluation, nous examinerons effectivement le nombre d'étudiants qui sont éventuellement en difficulté. Et par ailleurs, les établissements d'enseignement supérieur ont répondu à votre question. Alors je vais faire le professeur Marcourt, si vous voulez bien, je vais vous interrompre de temps à autre, David Wetzmann, pour que tout le monde parle. Il n'y a vraiment pas de chiffres, pas de simulation? Donc on a demandé des estimations aux recteurs, aux rectrices, et notamment par rapport à... On en a obtenu en partie, mais on n'a pas une vision globale. Mais donc on a fait des estimations. Non, on a fait des évaluations en travaillant alors le plus possible. On fait le travail de la ministre, mais on serait autour de 10 000, 12 000, 14 000. Voilà, on serait là-dedans d'élèves en plus qui seraient exclus du système. Je voudrais quand même dire qu'on a des cohortes d'étudiants qui sont vraiment en forte difficulté. Ce serait bien qu'on entende. On a eu un appel de Sophie une pédopsychiatre, qui est intervenue en disant il faut absolument prendre soin de la génération Covid. On ne va pas sacrifier une génération. Et puis, il y a la cohorte des jeunes étudiants qui sont entrés dans l'ancien décret et pour qui les règles ont changé en cours de route et qui vont se retrouver exclus. C'est dommage. On va avancer un petit peu dans le débat avec une modification du décret qui s'est quand même déroulée en 2 temps, parce que dans un premier temps, Parti socialiste et écolo proposaient un moratoire généralisé pour l'année prochaine. Finalement, c'est un moratoire qui a été un petit peu resserré. On écoute Martin Casier. C'était le 16 avril, c'était lors des débats de ce texte en commission de l'enseignement supérieur. Nous avions proposé un moratoire généralisé qui avait la simplicité de la simplicité. Il était clair, il permettait d'être mis facilement en œuvre au sein des administrations, mais c'est vrai qu'il couvrait bien plus largement que les étudiants qui allaient être strictement impactés par le décret. Or, notre ligne a toujours été de dire, nous voulons protéger les étudiants impactés par le décret, mais nous avions fait quelque chose de simple pour que ça soit facile pour les administrations à mettre en œuvre. Nous avons entendu les recteurs et les rectrices qui disent qu'ils sont prêts à avoir des solutions plus ciblées, et d'ailleurs pas que, tout un ensemble d'autres acteurs académiques. C'est vers ça que nous allons, mais nous gardons notre ligne. Nous allons protéger l'ensemble des étudiants impactés.
Voilà, donc moratoire plus ciblé. Donc les étudiants qui ont commencé leurs études sous le précédent décret, ça veut dire avant 2022, ils ont donc droit à une année de transition supplémentaire. Ils pourront se réinscrire à partir du moment où ils ont reçu 45 crédits et non plus 60. Et puis l'autre grande mesure, il y en a plusieurs, mais l'autre grande mesure pour ceux qui se réorientent, ils ont droit à 2 années de plus en cas de réorientation et pas une seule pour réussir leur première année. Ce qui veut dire qu'au final, on peut prendre jusqu'à 4 ans pour faire sa première année si on a changé de filière. C'est vraiment trop large ça, David Wetzman ? C'est surtout pas nécessaire et c'est surtout une réforme qui, comme vous l'avez dit d'ailleurs, qui a été modifiée à plusieurs moments. Donc on a d'abord dit un moratoire, puis j'ai entendu d'ailleurs Delphine Chabert en débat dire on va complètement annuler le décret Glatini. Non, puis ensuite on se vient, on a des modifications, puis le jour de la commission on a encore d'autres modifications. Enfin, c'est un décret et c'est une proposition qui est floue, qui a été mal rédigée, qui a des conséquences pour les étudiants aujourd'hui. Et je vous rappelle qu'il y a des étudiants qui écoutent et qui étudient et pour lequel nous devrions avoir quelque chose de clair. Et je pense que la promesse des communistes, des écolos et du PS de dire que tous les étudiants, quel que soit le résultat, pourront passer l'année prochaine, c'est quelque chose de pas honnête et c'est quelque chose de dangereux pour les étudiants. Mais sur le fond, nous avons des indications qui nous montrent que cette réforme était utile. Oui. Et soyons de bon compte, M. Grosfilet, c'est juste la proximité avec les élections qui fait qu'il faut avoir ce genre de débat malheureusement aujourd'hui. On va laisser Delphine Chabert répondre. On va quand même dire qu'il y a une majorité du monde universitaire qui souhaite garder le décret Glatini, qui ne veut pas d'un moratoire ou d'un détricotage du décret. Il y a une partie des enseignants du supérieur qui se sont exprimés. Après, il y a eu un avis du Conseil des recteurs qui demande des mesures de transition pour 2 cohortes. Et c'est pour ça qu'on a fait évoluer, parce qu'on est un parti constructif, responsable, et on veut des solutions concrètes et réalisables. Des solutions, mais pas de moratoire, a priori. Donc, en fait, non, c'est un moratoire, mais pour 2 cohortes ciblées, à savoir les étudiants qui sont le plus en difficulté, ceux qui sont rentrés avant 2020, mais vous l'avez expliqué là dans en gros les 2-3 règles importantes, et comme ça on va protéger surtout les étudiants qui sont les plus fragiles. Et je pense que vous disiez c'est abstrait, difficile, concret. En fait, il y a des dizaines de milliers d'étudiants qui sont dans cette situation, des dizaines de milliers de parents qui sont très stressés, et ils comprennent très très bien toutes ces règles-là. Et je crois, M. Wetzman, qu'on sera d'accord sur le fait qu'on ne réussit pas des examens dans le stress. Ces étudiants sont dans un stress pas possible, avec cette épée de Damoclès sur la tête qui va leur dire si tu ne réussis pas, tu es exclu, tu ne peux pas te réinscrire. Passez vos examens sereins, et si vous échouez, vous pourrez vous réinscrire parce que vous êtes dans des situations particulières. Alors, je pense que c'est aux responsables politiques de prendre en considération les situations particulières de certains jeunes qui sont en difficulté, en précarité, et des questions de santé mentale. C'est exactement ce que fait la circulaire de Mme Berthiaud. Ouais, alors la circulaire de Mme Berthiaud, justement, demande effectivement au jury, dans le cadre de la réforme Glatini, comme le demandent les rectrices et les recteurs, de pouvoir intervenir dans des cas particuliers pour des étudiants qui certes étaient méritants, qui étaient sur une trajectoire de réussite, pas des étudiants qui avaient échoué ou qui n'étaient sur une trajectoire d'échec. Et pour ces étudiants-là, le jury peut pouvoir les aider et les rendre finançables. C'est déjà quelque chose qui existe pour 3% des étudiants. Mais c'est fondamental parce que c'est exactement la demande de la CREF. C'est d'avoir un système pour aider des cohortes particulières. Il ne fallait pas avoir un nouveau décret pour le faire. Entre la position du mouvement réformateur, donc pas de décret qu'on vient de réentendre, et celle du PS et des colos qui ont donc introduit cette nouvelle disposition, il y avait quand même une position intermédiaire. Je voudrais qu'on s'arrête un instant là-dessus. C'est celle des engagés. On va entendre Benoît Dispa, chef de groupe des engagés au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Les 2 problèmes que nous avions identifiés touchaient d'une part au fait que dans l'état actuel de la législation, des étudiants qui avaient réussi leur session d'examen auraient pu être déclarés non finançables. Ça nous paraissait une absurdité. Donc notre texte visait... Pour cela, il fallait une correction. Bah oui, on pouvait les déclarer finançables dès lors qu'ils avaient réussi leur session. Ça paraît assez évident. Et par ailleurs, on voulait aussi tenir compte de l'impact de la pandémie sur le parcours des étudiants. La première année de la pandémie a déjà été neutralisée, mais la deuxième a produit davantage d'effets encore. Et donc neutraliser cette deuxième année aurait permis, je pense, de répondre aux difficultés que beaucoup d'étudiants ont rencontrés à la suite justement de cette pandémie. Voilà, donc position intermédiaire des engagés qui ont déposé une proposition mais qui n'a donc pas été retenue en commission la semaine dernière. Elle a été recalée.
Encore une question, Delphine Chabert. Cette idée de moratoire, est-ce que ce n'est pas quand même un peu un bazooka pour tuer un insecte? Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres solutions? On aurait bien aimé. D'autres solutions auraient été qu'il y ait un accord de gouvernement pour déjà prendre des décisions au sein du gouvernement. Bon, voilà, ça n'a pas été possible parce qu'il y a eu un blocage du MR et ça n'a pas été faute d'essayer d'avancer ensemble. Donc il a fallu trouver une majorité. Mais donc voilà, on a déposé un texte pour répondre. Alors, c'est pas un bazooka parce qu'en fait, on cible assez bien vraiment les étudiants les plus en difficulté. On a des gros problèmes de santé mentale. Vous savez, la génération Covid, Marius Gilbert est sorti en disant on ne peut pas faire comme si rien ne s'était passé. Ces étudiants sont la génération Covid. Ils sont vraiment en difficulté sur des questions de santé mentale, de précarité. On ne peut pas leur imposer des règles comme celle-ci. C'est votre responsabilité. Donc, on a pris la nôtre pour sauver ces étudiants, pour les protéger. Et puis, pendant un an, c'est une question très précise. Ce moratoire, il est valable combien de temps? Il est valable juste un an ou il est valable pour une plus longue période? Donc, juste un an, ce qui nous permettra... Juste pour cette saison-ci, pour la rentrée universitaire prochaine. Pour la prochaine rentrée, ce qui nous permettra alors d'avoir vraiment ce monitoring qu'on demande depuis des années, précisément sur les impacts de telle balise, de tel effet, etc., pour éventuellement modifier ce décret. Mais alors, ce sera le prochain gouvernement qui négociera éventuellement un nouveau décret. Ouais, on a entendu les engagés qui souhaitaient quand même des adaptations aussi. Est-ce que le MR n'est pas isolé dans ce débat, David Weitzman? Pas du tout, et je ne suis pas d'accord avec votre interprétation. Moi, je ne suis pas du tout contre réformer ce décret un jour. Nous avons dit, nous sommes ouverts à cela, mais le décret rentre en vigueur. Il a des signes très positifs pour les étudiants et pour l'enseignement supérieur. Il fallait simplement attendre encore une année ou deux. Sacrifier absolument personne. L'histoire le verra, sacrifier absolument aucun étudiant. D'ailleurs, Mme Chabert elle-même parle d'un an. Enfin, c'est surtout un décret pour passer les élections, ça. Je pense que tout le monde l'a bien compris. Et la position du mouvement réformateur, nous ne sommes pas isolés, Monsieur Groffilet. C'est la position de tous les établissements d'enseignement supérieur, de la plupart des académiques, des recteurs et directrices. Un communiqué quand même un petit peu ambigu des recteurs qui disent il y a un problème, mais il ne faut peut-être pas le résoudre comme ça. Oui, mais non, mais allons dans le fond des choses. Le comité des recteurs, l'avis des recteurs dit il faut une phase de transition pour certains étudiants. Oui, il dit aussi qu'il y a un problème. Et il est sensible au problème. Je suis sensible au problème que M. Dispa a mis en avant. Il est évident que des étudiants qu'ils sont... Mais nous n'avons pas besoin de le voter, puisque vous avez lu les circulaires de Mme Berthiaud. Elle répond à 100% aux réponses des recteurs et des rectrices. Et donc, ce n'est pas nécessaire de faire cela. Vous avez raison, c'était un bazooka électoral qui met à mal une réforme, qui met en mal le financement de l'enseignement supérieur, qui nous expose à de l'insécurité juridique et probablement un texte qui va se révéler être peu constitutionnel. Alors, il y a le vote c'est un vrai problème. Ouais, en séance plénière, jeudi, dans 2 jours. Vous allez tenter d'empêcher le vote ou pas? Mais je vais surtout essayer de comprendre pourquoi Mme Chabert et le Parti socialiste ne voulaient pas faire d'audition. Pourquoi est-ce qu'ils ne voulaient pas rencontrer... Non, vous pouvez le faire. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas souhaité rencontrer les recteurs, les professionnels, les étudiants? Nous l'avons demandé à plusieurs reprises. Et donc, nous allons continuer à essayer de leur expliquer que c'est certainement, vous avez raison, que c'est un bazooka pour un tout petit problème, que ce problème, nous pouvons déjà le régler de reporter le vote, David Weitzman? Nous allons faire dans le cadre démocratique, essayer de nous expliquer et surtout essayer de faire passer le message de tous les enseignements, de quasi l'intégralité du monde de l'enseignement supérieur. Et donc, il faut qu'ils comprennent qu'en faisant ça, ils mettent à mal tout un réseau, ils mettent à mal des milliers d'étudiants. Et l'impact, c'est que ces études vont être rallongées pour des étudiants et le système est profondément discriminatoire. Il est discriminatoire puisque ce sont les étudiants des élections. On va encore avancer. On va encore avancer, si vous voulez bien, parce que ce recours à une majorité alternative, la semaine dernière, a provoqué, vous le savez, très très forte réaction. On va écouter Françoise Berthiaud, c'est la ministre de l'Enseignement supérieur, donc membre du mouvement réformateur, le même parti que David Weitzman. C'est rompre le contrat, c'est briser le mariage, si vous voulez, c'est déloyal. C'est pas une manière à laquelle moi je suis habituée de travailler et je suis vraiment déçue de devoir vivre ça à cette période, au moment où ce gouvernement arrivait avec presque 5 ans de beau et bon travail. Donc Delphine Chabert, donc confiance rompue, majorité alternative. Vous n'avez vraiment pas réussi à négocier avec le mouvement réformateur ou vous n'avez pas voulu? On a essayé, on a vraiment essayé via des questions parlementaires, via nos 2 ministres, notre vice-président, donc Frédéric Dardenne au gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et Caroline Désir sont venus avec ce point plusieurs reprises en gouvernement et il y avait un blocage. Et vraiment on a essayé, et donc la seule, il nous fallait une solution, on n'avait pas le temps de faire des auditions, c'est vraiment prendre les gens pour des imbéciles. Si, on avait tout à fait le temps de faire des auditions.
non, en fait, ils doivent se réinscrire. On avait tout à fait le temps d'écouter les Non, laissez-moi parler, je ne vous ai pas... C'est pas vrai. En fait, monsieur Grosfilet, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez mettre de l'ordre parce que monsieur est un peu tendu, là, il ne me laisse pas parler. Oui, moi j'ai une autre question. Ce qui s'est passé, ça préfigure les intentions du Parti Socialiste, voire du Parti Socialiste et des colos pour la prochaine législature? Est-ce que c'est de pencher vers une majorité plus à gauche, sans le mouvement réformateur? Je comprends la question, mais donc ça ne préfigure rien du tout. C'est empirique. Non, pas du tout. C'est pas du tout un test. C'est pas le constat d'un divorce ou d'un grand passé. Écart idéologique qui vous donne difficile. Il y a des visions très différentes de l'enseignement supérieur. Vous voyez une vision élitiste, ça n'est pas la nôtre. Nous sommes pour une vision pour faire tirer le maximum d'étudiants vers l'excellence, mais en prenant en considération les conditions dans lesquelles ils vivent et pas juste réserver l'enseignement supérieur à une catégorie élitiste. Donc oui, on a des visions différentes, mais ça ne préfigure rien. C'est un constat. On a fait ce qu'on a pu. Avec Écolo, on a réussi à faire passer un texte et c'est ce qui va se passer jeudi en plénière. David Weitzman, jeudi en plénière. Est-ce qu'il y aura des mesures de rétorsion, puisque la confiance est rompue et on a entendu notamment Pierre-Yves Violet, le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, dire qu'il se considérait comme en affaire courante. Est-ce que ça veut dire que le mouvement réformateur ne votera pas certains textes préparés par la majorité? Et je pense très précisément au financement des travaux de rénovation dans les écoles. Vous allez le voter ou pas? Non, mais ce n'est pas du tout dans notre tempérament. Nous sommes des partenaires loyaux. Ici, donc vous voterez ce texte? Le grand gagnant, c'est le Parti communiste. Le grand gagnant, c'est le PTB, la FED qui est vous venu voterez les travaux de financement dans les écoles? Donc on verra à ce moment-là, on verra jeudi, mais nous avons toujours été loyaux et ce qui prime, c'est l'intérêt supérieur de l'enseignement obligatoire comme de l'enseignement supérieur, parce que la réforme des communistes, des socialistes et des écologistes met à mal le décret Glatini qui était utile pour ces étudiants. C'est ça, je vous rappelle que le but était de corriger le décret PS Marcourt qui faisait en sorte que les étudiants les plus précarisés étaient de moins en moins diplômés. Donc c'est tout l'inverse de l'élitisme que Mme Chabert essaye d'exposer. C'est au contraire aider les étudiants. Deux questions. Est-ce que vous reconnaissez quand même dans l'ensemble, sur le principe, l'intérêt du décret Glatini? Mais donc, sur le principe. Mais bien sûr, et c'est pour ça qu'on l'a voté il y a 3 ans. Donc sur le principe, donc ça, oui. Après, sur les tricoterez pas. Non. Et d'ailleurs, on n'a jamais demandé le retrait. On a demandé de corriger le texte. Le texte que vous allez voter jeudi. Le texte que vous allez voter jeudi, ce sera le même que celui qui a été adopté en commission de l'enseignement supérieur ou il pourrait encore être amendé? À ce stade, ce sera le même. À ce stade, qu'est-ce qui pourrait faire changer les choses? Pour le moment, rien, je ne sais pas. Jusqu'à ce stade, on va continuer. Le texte est passé en commission et il devrait passer en plénière puisque c'est un texte fondamental pour l'enseignement supérieur. Sans audition des premiers intéressés, sans avis du Conseil d'État, avec des risques juridiques, des risques pour les établissements, un problème de financement. Certainement pas. Ça veut dire que j'essaye de faire comprendre au Parti socialiste qu'on ne fait pas une réforme comme ça sur un coin de table. On a demandé une expertise juridique à un cabinet d'avocats, donc soyez tranquille, tout ira bien. Alors, vous pourrez rassurer les étudiants. Delphine Chabert pour le Parti socialiste, David Weitzman pour le mouvement réformateur. Je sais qu'on pourrait vous laisser débattre encore pendant une bonne demi-heure. On n'a pas le temps pour ce soir. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. On reviendra sur les conséquences de ce décret paysage après-demain dans Plus d'actu. Demain, on parlera d'élections avec 2 candidats issus de la société civile qui ont décidé de se présenter en juin prochain. Ce seront Andrea Rea, professeur à l'ULB, et Laurent Durcel, président de Doucheflug, qui seront nos invités demain soir. Et puis demain matin, Bonjour Bruxelles, à partir de 7h, on recevra notamment John Pitzet et David Lester. Continuez à bien vous informer et à demain.